Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. À la une, ce jeudi 11 février, encore et toujours la colère des agriculteurs. Ils ont mené de nouvelles actions dans la nuit de mercredi à jeudi, un peu partout en Bretagne. Dans le Morbihan, ils étaient près de 600 rassemblés à Pontivy. Dans le Finistère, près de 300 tracteurs ont bloqué les accès de la Scarmore, la centrale d'achat de Leclerc, au Relecq-Kerhuon, puis à Landerneau. Landerneau où Julie Sicot a rencontré ce jeudi Olivier Bordet, responsable de l'hypermarché Leclerc. Il réagit à l'action nocturne des producteurs, on l'écoute. On a vécu une nuit traumatisante, d'une violence inouïe, avec des scènes de guérilla. Et je peux vous dire que les 350 personnes qui travaillent dans cet hypermarché sont aujourd'hui traumatisées. Nous sommes souvent les boucs émissaires d'une crise qui n'est pas la nôtre. Moi, je n'achète pas aux agriculteurs en direct. Souvent, il faut le savoir ça. Et les prix sont aujourd'hui des prix souvent européens, sont des prix mondiaux. La vraie pression vient du consommateur qui veut des prix bas. Aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des gens qui font du porc français ou breton. Nous sommes très clairs là-dessus, quoi. Donc on ne comprend pas tout ce qui se passe. Pourquoi venir nous casser alors que nous jouons le jeu depuis très longtemps? Pour travailler ensemble, il faut se faire confiance. Et là, ce qui s'est passé hier soir détruit considérablement cet esprit-là. Et avec nous sur ce plateau, deux producteurs, André Sergent, éleveur à Beuzec-Capcizun et président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Bonjour André. Bonjour. Et Hervé Pillot, agriculteur en Vendée, présent dans le département pour évoquer la place du numérique dans l'agriculture aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors André, cette semaine, les agriculteurs s'en sont principalement pris aux supermarchés et aux plateformes d'approvisionnement. Est-ce que la grande distribution peut réellement avoir une influence dans cette crise porcine et laitière et sur l'étiquetage principalement, puisque c'est ce dont il est beaucoup question, on l'entendait avec Olivier Bordet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans notre pays, la grande distribution, c'est quand même le réseau principal pour les actes d'achat des consommateurs. Et de ce fait, on considère que la grande distribution a aussi un rôle à jouer par rapport à la situation de crise dans laquelle on est, mais c'est sûrement pas la seule. Là, je suis d'accord, mais c'est tous les maillons qui doivent jouer leur rôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre d'éleveurs, à juste titre, pensent effectivement que le rayon grande distribution a aussi sa part de responsabilité. Est-ce que l'étiquetage que les agriculteurs réclament en priorité a une réelle influence sur les ventes de porc et de lait en France? En fait, ce que l'on demande au travers de l'étiquetage, c'est-à-dire que d'abord, on considère que notre région Bretagne et notre pays, nous sommes bien en Europe. On n'est pas à dire qu'il faut mettre des barrières entre nous. Par contre, on voit bien qu'en Europe, certains pays savent très bien démarquer leurs produits agricoles et les mettre en avant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vraiment ça aussi le rôle, je pense, de la grande distribution qui pourrait faire davantage dans ce sens-là avec, effectivement, la profession. Alors, cela fait des mois que la crise agricole dure, que les agriculteurs manifestent. Le gouvernement a débloqué des aides, mais ça n'est pas suffisant. Concrètement, André Sergent, aujourd'hui, quelle est la mesure d'urgence à prendre pour satisfaire les éleveurs porcins et laitiers ? Pour moi, il n'y a qu'une mesure qui fera qu'on s'en sorte, c'est d'avoir des prix à la production qui soient à la hauteur des charges qui sont inhérentes à cet acte de produire. Et c'est là la seule difficulté dans laquelle on est, parce que des aides, soit il y en a quelques-unes, mais ça ne peut pas, et perdurer. Et puis deux, en termes de valorisation déjà de notre métier, on considère qu'aujourd'hui, quand on est éleveur, on veut vivre de nos productions agricoles et non pas des aides. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. D'accord. Alors, vous participez ce jeudi à une soirée débat à Gouesnou sur le thème des outils numériques dans l'agriculture. Est-ce que c'est pas décalé d'aborder cette question en pleine crise ? Mais je vois bien qu'en ce moment, tous les sujets sur lesquels je vais, qui sont en dehors de la crise, peuvent être décalés. Tous les sujets. Pour autant, considère que voilà, les choses ne s'arrêtent pas quand même, quoi. Et qu'il faut que l'on aborde aussi d'autres sujets que la crise. Hier, j'étais sur les sujets de l'installation des jeunes en agriculture. Voilà, ça peut aussi paraître décalé. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans nos écoles agricoles. Il faut aussi leur donner quelques signes d'espoir, malgré tout. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'installent et qui s'en sortent aussi. Bien sûr. Et le numérique, c'est aussi un sujet d'avenir de notre agriculture et que je crois et que je considère qu'on ne doit pas laisser de côté. Alors parlons-en du numérique avec Hervé Pillot. Vous êtes l'auteur d'Agronuméricus, Internet dans le pré. J'ai essayé de ne pas faire d'erreur. Vous prenez une agriculture écologiquement intensive. C'est possible ça ?
Je pense que non seulement c'est possible, mais on n'aura pas d'autre choix. Le tout, c'est de passer d'un type d'économie à un autre, plus globalement que l'agriculture. On passe d'une économie de marché à une économie de réseau. On passe d'une société de marché à une société de réseau. Il va falloir des années pour le faire, je pense. C'est le numérique qui nous l'emmène. C'est un véritable changement anthropologique. Les répercussions dans notre métier seront énormes. Il faut s'emparer totalement de l'outil pour le dominer. Si on ne s'empare pas, si on le fuit, c'est lui qui nous dominera. Et comme le dit André, effectivement, dans la période qu'on vit, c'est pas la priorité. C'est des choses qui auront une répercussion à moyen terme. Mais si on ne s'en empare pas tout de suite, on va en être là une fois encore victime. Ouais, vous dites que ce n'est pas la priorité, mais selon vous, c'est un outil essentiel presque pour sauver l'agriculture aujourd'hui. Sauver, je ne sais pas, mais ça fait partie d'un tout. C'est un virage qu'il faut prendre. On parle de crise, on n'est pas dans une crise. On est dans un changement anthropologique majeur, comme l'humanité en a peu connu. Et on a des soubresauts comme celui-là, qui sont terribles. Celui-là en est un particulièrement dur pour notre métier, qui laissera des séquelles. Je pense que comme il y a eu dans les années 60 des outils de matériel agricole qu'a développé l'agriculture, le numérique, ceux qui passeront à côté, je pense, ne seront plus là. Vous parlez de drones, de robots, de capteurs, de big data plutôt. Tout ça transforme, selon vous, le métier dans le bon sens? Je pense que oui. C'est pas une techno qu'on met sur un modèle existant. C'est des outils pour changer le modèle. Pour passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissances. Et la magie du numérique, c'est de pouvoir agréger une quantité qu'on n'imagine même pas de connaissances. On a dans nos portables autant de connaissances que si on devait les mettre sur papier, ne tiendraient pas dans cette salle. Donc on a des possibilités avec ça après de démultiplier des choses quasiment à l'infini. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'utiliser à fond. Mais il faut dompter l'outil nous-mêmes pour pas que d'autres le fassent pour nous, auquel cas on serait encore simplement des metteurs en application d'ordre qui nous viendraient d'ailleurs. En même temps, ça ne remplace pas des savoir-faire aussi et l'approche de l'animal. Au contraire, ça va le sublimer. André, est-ce que vous utilisez les objets connectés sur votre exploitation? Bien sûr. Comment les utilisez-vous concrètement? En fait, déjà, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, dans des situations un peu compliquées de l'agriculture dans ce moment, on parle aussi de la compétitivité. Moi, je considère effectivement que tout ce qui touche le numérique est aussi un élément qui fera que encore demain, notre agriculture sera plus compétitive. Il y a cet aspect-là. Et puis surtout, l'autre aspect, en tant qu'utilisateur, c'est que ça change complètement la façon de faire, la façon de travailler pour nous et nos salariés. Et je crois qu'on n'ira pas contre ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle, qu'on s'y intéresse et qu'on maîtrise ces sujets-là. Dans votre exploitation, concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet? Est-ce que vous avez des drones, des robots, des choses comme ça? Sur cette partie-là, effectivement, la partie de l'agronomie, comme on appelle ça, sur les champs, effectivement, on a maintenant avec des systèmes de drones où on va nous dire exactement et très précisément ce qu'on peut faire et ne pas faire sur un champ. Donc c'est des choses qui sont complètement nouvelles, quoi. Vous êtes optimiste, Hervé Piot? Oui. Je suis toujours optimiste. Donc, et c'est dans des moments comme celui-là que c'est toujours dans l'adversité qu'on évolue. C'est là qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort et c'est à partir de là, je pense que c'est la lueur d'espoir qu'il faut donner à nos collègues, qu'ils soient chez moi à Vendée, qu'ils soient bretons, un peu partout. C'est par cet espoir qu'on s'en sortira, en regardant devant. Je dis pas qu'il faut pas s'apitoyer un peu dessus, bien sûr que si, parce que la crise est vraiment terrible, mais c'est en regardant la perspective, cette petite lueur qu'il y a, et le numérique fait partie des éléments, c'est pas le seul qui peut nous le donner, oui, je suis optimiste. Merci Hervé Piot, merci André Sergent d'être venus sur ce plateau tous les deux. Et je rappelle le nom de votre livre, Agronumericus, Internet et dans le pré. Et dans le reste de l'actualité, la morlaisienne Marie-Lise Lebranchu quitte le gouvernement. Depuis l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, elle était ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Elle est remplacée par Annick Girardin dans le cadre du remaniement ministériel de ce jeudi. À présent, direction Concarneau, c'est là, au centre de formation maritime, qu'une équipe de médecins du monde a suivi un stage de sauvetage, une formation indispensable pour sa future mission, venir en aide aux migrants naufragés en Méditerranée. Le reportage de Pauline Ferco.
Avant d'être appelés migrants ou réfugiés, ces hommes et femmes en fuite passent souvent par le statut de naufragés. En 2015, 900 000 personnes ont tenté la traversée, 3 600 en sont mortes. Aujourd'hui, aucun organisme ne vient à leur secours en mer. La société de sauvetage SOS Méditerranée, fondée il y a quelques mois, compte bien faire des vagues dans cet océan de silence. Il n'y a absolument personne et on n'en parle pas. On ne parle que des gens qu'on retrouve sur les côtes, sur les rivages. Donc quelques milliers, on parle de 3500, 3600. Mais le chiffre est 20 à 30 fois supérieur. À bord d'Aquarius, le premier bateau d'SOS Méditerranée, une équipe de médecins du monde va rejoindre le large de la Libye à la fin du mois. Mais ces professionnels de l'urgence médicale n'ont pas forcément le pied marin. Cette semaine, ils étaient donc en stage au centre de formation maritime de Concarneau. On découvre énormément de choses, on se rend compte des différences et des particularités de la vie maritime et de l'intervention médicale en milieu maritime. Beaucoup de nouveautés, des choses qui sont des défis pour notre équipe le plus souvent, mais ça va, jusqu'à présent ça se fit. Il ne faut pas avoir le mal de mer, il faut travailler avec des conditions de météo qui sont celles qu'on rencontre habituellement en mer, et il faut surtout travailler dans un environnement restreint, un environnement contraint. Et ensuite, ils vont devoir travailler avec des marins, et il va falloir qu'ils respectent aussi la discipline à bord du bateau et qu'ils respectent les règles de vie à bord d'un bateau, parce qu'il faut gérer la place, il faut gérer l'activité, et le navire doit continuer à fonctionner pendant qu'on est en train de travailler dans un hôpital de campagne. Objectif pour SOS Méditerranée, acquérir 5 bateaux avec une capacité d'accueil de 500 passagers minimum. Chaque navire coûte 1,2 million d'euros. Et pour les financer, l'association fait appel à la générosité des gouvernements, des grosses entreprises et du grand public. Pour l'heure, une subvention de 40 millions d'euros devrait leur être accordée par l'État français. Et on se quitte avec ces images d'un cargo impressionnant dans la rade de Brest ce jeudi en fin de matinée. En fin de journée, pardon. Il s'agit du porte-conteneur danois Emma Maersk, l'un des plus grands au monde, puisqu'il mesure 398 mètres de long pour 56 mètres de large. Le navire fait un arrêt technique d'une semaine au chantier naval d'Amen. Des images signées David Cormier du Télégramme. C'est la fin de cet instant T. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.